Bernard-Henri Lévy, on voit cette guerre au Moyen-Orient avec les alliés américains et israéliens. Israël mène une guerre existentielle pour sa survie, puisque le régime iranien de la République islamique d'Iran avait juré sa destruction. On est sur des buts de guerre qui sont différents, selon vous, entre Américains et Israéliens? Oui, sûrement des buts de guerre différents, mais l'Iran avait déclaré la guerre à Israël, aux pays arabes voisins et à l'Occident. Alors Israël était le plus exposé, était en première ligne, et était le premier sur la liste, mais enfin, à l'arrivée, c'était la même chose. D'accord. Donc pour vous, c'est la même chose qui se déroule, où on sait évidemment que les Mollahs avaient juré de fabriquer une bombe nucléaire qui était destinée à Israël. Ils avaient juré de fabriquer une bombe nucléaire, ils avaient des outils balistiques qui étaient organisés, qui étaient fabriqués de manière à frapper le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, tous les pays de la région. Et tout ça, d'ailleurs, ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est pas dans la nuit un chef militaire des gardiens de la Révolution qui décide qu'il va se venger. Ça se programme à l'avance. Tout ça est computérisé depuis des années. Et en effet, les États arabes de la région sont en train de découvrir qu'ils étaient déjà les ennemis jurés de l'Iran chiite. Il y avait un pouvoir impérial iranien qui avait jeté son dévolu dans certains cas et un sort dans d'autres cas sur l'ensemble de la région. La position du président Macron, qui pour l'instant s'en tient à une guerre défensive, qui envoie une partie de notre flotte en Méditerranée orientale, est-ce que c'est une position d'équilibre ou est-ce qu'au contraire il faudrait soutenir les frappes contre le régime iranien? Moi je crois que la position de la France, elle devrait être dans le camp de la liberté, bien sûr, dans le camp... Et ce n'est pas le cas. Dans le camp anti-impérialiste, dans le camp qui vise à la destruction de l'Iran et de son empire, et que c'est pas le cas, oui, bien sûr. Donc... Sécuriser le détroit d'Ormuz, j'entendais dire ça sur votre plateau tout à l'heure, c'est exact. Sécuriser le détroit d'Ormuz après sa libération, c'est bien. Enfin, ça sera trop tard. C'est un peu tard. Oui. Et quand Donald Trump c'est mieux de participer à la libération que de venir... Donald Trump a demandé de l'aide à ses alliés européens qui ont refusé. Du coup, il dit j'ai plus besoin de vous. Mais est-ce qu'il faudrait se tenir plus aux côtés des États-Unis, Bernard-Henri Lévy? Moi, je suis atlantiste, pro-américain et européen. Donc moi, j'aimerais, mais je l'aurais aimé en Ukraine et je l'aimerais au Proche-Orient, qui est une alliance de fer, une alliance solide entre les deux rives du lac Atlantique. Alors, en Ukraine, il y a les Européens, mais il y a défaillance des Américains. En Iran, il y a les Américains, mais il y a défaillance des Européens. Dans les deux cas, je trouve ça navrant. Et pour l'unité du monde démocratique ou du monde libre, c'est un moment très bizarre que nous vivons et qui n'est pas bon, qui n'est pas un bon signal qu'on envoie au reste du monde. Avant de passer la parole à Catherine, encore une question. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que ce régime des Mollahs qui s'y est organisé, qui est un régime totalitaire, tombe? Les bombardements ne suffiront pas. On le sait, on l'a vu dans d'autres pays précédemment. Il est en train de tomber. Moi, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. J'entends beaucoup de commentaires pessimistes un peu partout, et je pense qu'ils sont exagérément pessimistes. Je n'imagine pas que ce régime survive à ce qui est en train de se passer. Alors qu'il ne tombe pas demain matin, c'est possible. Qu'il y faille un peu de temps, y compris lorsque la guerre s'arrêtera, c'est possible. Mais il a perdu. Les États-Unis et Israël ont gagné cette guerre. Quand vous avez détruit le commandement politique, lorsque vous avez affaibli les sources de richesse au point où, semble-t-il, l'est l'Iran, quand vous avez réduit aussi considérablement la capacité de destruction des missiles et de leurs lanceurs, le régime ne survit pas durablement. Moi, je crois que la guerre est perdue pour l'Iran. Et tout ce qu'on voit là, c'est une... Vous savez, ça rappelle la stratégie du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une stratégie suicidaire, kamikaze. On sait qu'on a perdu, mais on ne veut pas en convenir et on fait de la surenchère dans la mort semée. C'est ça que fait l'Iran. Et apparemment hors de toute logique. Mais la logique fondamentale, c'est qu'ils ont perdu et que dans la logique sacrificielle, martyrologique où il se trouve, la manière de réagir à un échec, c'est cette surenchère dans la mort donnée.
et probablement dans la mort reçue, en tout cas pour le régime. Une question de Catherine Ney. Oui, vous pensez que ce conflit qui ne dure que depuis 20 jours, pour avoir les résultats souhaitables, il faudra combien de temps? Je ne sais pas combien de temps il faudra, mais encore une fois, je ne vois pas un régime survivre à toute la force qui a été déployée contre lui et à tous les dommages qui lui ont été infligés. Donc, en tout cas, ça ne durera pas, on le disait tout à l'heure hors antenne, ça ne durera pas autant que la guerre en Ukraine, par exemple. Le vrai crève-cœur aujourd'hui, la vraie abomination pour les amoureux de la paix, c'est ce qui se passe en Ukraine, une guerre qui dure depuis 4 ans. Ça ne durera pas 4 ans en Iran, ça c'est certain que non. Et ça ne durera même... Enfin, je pense, franchement, je vous le répète, j'ai horreur de cette guerre, j'ai horreur de ces bombardements, j'ai horreur des images qu'on voit, mais je crois qu'elle est en train d'être gagnée. Voilà, je ne crois pas du tout à l'enlisement, à l'escalade, à l'embrasement. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron? L'Iran était embrasé lorsqu'il y avait une armée des Bassidji, des gardiens de la Révolution et des Bassidji, qui tiraient à balles réelles sur les manifestants. Oui. Ça, c'était un embrasement. Aujourd'hui, je pense qu'on va au contraire vers la désescalade. Voilà, oui, parce qu'on aura un régime affaibli. Oui, mais les pays des Golfe, encore aujourd'hui, sont très, très impactés par les bombes iraniennes. Les Saoudiens disent qu'ils veulent agir, mais que peuvent-ils faire? Qui sont impactés, bien sûr qu'ils sont impactés. Le Qatar, je crois, vient de déclarer qu'il lui faudra des années pour établir ses capacités de production de gaz liquéfié. Il n'y a pas de guerre sans impact. L'histoire des hommes, l'histoire universelle, elle est comme ça. Les guerres ne sont pas des jeux vidéo où on appuie sur un bouton et où on fait bingo au premier coup. Oui, mais quelle capacité de riposte ils ont? Les Saoudiens ont une armée, les Émirats arabes unis sont une sorte de Sparte proche-orientale. Leur armée n'est pas nulle, leurs armements sont considérables, ils ont des alliés, à commencer par la France d'ailleurs, qui est le jour où ces alliés en question entreraient dans la guerre, là la France serait bien obligée de choisir. Ils ont des capacités de répondre et de réagir, bien sûr que si. Donc la fin de la guerre passe par leur engagement aussi. La fin de la guerre passe par soit la fin du régime iranien, soit le régime iranien capitulant d'une manière ou d'une autre. C'est par là que passera la fin de la guerre. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Ce régime c'est un canard sans tête. Évidemment qu'il continue à avancer. Évidemment qu'il y a encore... Tout à l'heure, je crois que c'est Eugénie Bastier, j'écoutais en coulisses, en régie, qui parlait de l'hydre de Lerne. Elle a raison. Bien sûr que l'hydre de Lerne, les têtes repoussent. Mais enfin, il y a un moment où Héraclès vient à bout de l'hydre de Lerne. Et c'est quand il coupe la tête et quand il la met sous un rocher. Voilà. Donc l'hydre de Lerne, ça ne repousse pas indéfiniment. Alors, l'hydre de Lerne, elle est affaiblie. L'hydre de Lerne iranienne a été affaiblie à Gaza, elle a été affaiblie au Liban, et elle l'est encore plus probablement maintenant. Et puis la tête iranienne sera un jour, très bientôt, très, très profondément affaiblie. Alors, Éric Nolot. Une dernière question sur ce conflit. Il y a un acteur majeur qui est en train de disparaître des préoccupations, c'est le peuple iranien. On a appris que les pendaisons reprennent. Est-ce que vous ne craignez pas plutôt un scénario à la vénézuélienne, c'est-à-dire arrivent au pouvoir des gens un tout petit peu plus fréquentables parce qu'il y a une défaite militaire, mais au fond, ça ne change rien pour le peuple iranien. Je ne sache pas d'ailleurs que les choses aient beaucoup changé pour le peuple vénézuélien. Bernard Henry. Mais ça, c'est sûrement le projet. Le but de guerre de Trump ressemble sûrement à cela. Trump, il dit parfois qu'il vise un changement de régime, mais il dit beaucoup plus souvent le contraire. C'est pas ça la question. Donc bien sûr que ça peut arriver, ça. Mais ça sera tout de même différent sur le point dont nous parlons depuis un moment. C'est-à-dire qu'un scénario à la vénézuélienne, avec une Cindy González matraquée,
affaiblis, décapités, dont les 3/4 des têtes auraient été coupées, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a des solutions intermédiaires entre le changement de régime radical du jour au lendemain et le maintien de régime tel qu'il était depuis 30 ans avec les négociations interminables. Il y a des situations... Moi, personnellement, je pense que ma boussole, c'est le peuple iranien. Oui. Ma boussole, ce qui fait que j'ai l'impression de ne pas me tromper, c'est que chaque matin et chaque soir, depuis le 9 janvier dernier, je pense à ces femmes, ces jeunes gens, ces hommes mitraillés à bout portant dans les rues de Téhéran. Voilà, ça c'est vrai. Après, l'histoire, elle n'obéit jamais complètement aux vœux des femmes et des hommes de bonne volonté. Donc il y aura peut-être une solution moyenne. Mais ce régime, dans sa forme ancienne, est en train de je pense qu'il est défait. Bernard-Henri Lévy, une question qui concerne la politique française. Nous sommes en l'entre-deux-tours des municipales. Dans plusieurs villes, plus d'une dizaine, le Parti socialiste a accepté de nouer des alliances avec la France insoumise, sans que cela ne fasse réagir outre mesure les dirigeants du Parti socialiste. Est-ce que vous jugez que ce sont des accords de la honte et des alliances contre nature? Oui, moi, vous savez, j'ai écrit un livre il y a 49 ans qui s'appelait La barbarie à visage humain. D'accord ? En 1977, ça doit faire 49 ans. Où je disais que la gauche, il n'y a pas une gauche, qu'il y a deux gauches irréconciliables. Comme il y a d'ailleurs deux droites irréconciliables. À l'époque, ce n'était pas le cas, parce qu'il n'y avait pas encore le Front National, ça allait venir bientôt, mais aussi irréconciliables dans un cas et dans l'autre. Et toute tentative de réconcilier, d'un côté comme de l'autre, les deux branches irréconciliables est une tentative honteuse et contraire aux valeurs qu'on prétend défendre. Bien sûr que oui. Et c'est vrai qu'un responsable, le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, venant dire à la télévision le soir du premier tour qu'il n'y aura pas d'accord, et puis après, je regarde la ville de Toulouse, par exemple. Qu'il voterait pour le candidat de la France insoumise à Toulouse. Que je connais un peu, avec laquelle j'ai des attaches. Et quand j'entends dire qu'on fait un front antifasciste contre le maire sortant, Monsieur Moudinque. Oui, qui est un centriste de droite, peut-être. Enfin, parler de menaces fascistes est grotesque. C'est insultant, c'est honteux, mais c'est grotesque. Donc, cette gauche-là, elle se perd, de même que la droite, d'ailleurs, qui accepte de son côté, dans d'autres cas, l'alliance avec le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon a gagné. Sa stratégie est payante pour vous, en fait, dans cette manœuvre qu'il a mise en place, ce piège qu'il a tendu aux socialistes. Je crois qu'en effet, avec des effets de loupe grossissants sur certaines villes, elle semble payante, mais je crois que globalement, à l'échelle du pays, elle ne l'est pas. Non, je ne pense pas qu'on puisse être aussi ouvertement antisémite, anti-républicain, fauteur de désordre, créateur de chaos, et créer un consensus autour de soi. Donc moi, je pense, là aussi, je suis assez optimiste, je pense que la stratégie de Mélenchon, et de la France insoumise en général, parce qu'il n'y a pas que Mélenchon, elle est vouée à l'échec. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu ce soir sur nos antennes CNews et Europe 1.